Alors, c'est exactement dans cette époque que naît la psychiatrie moderne. Pinel, qui arrive à Bicêtre en 1793, je crois, qui très rapidement, avec l'aide de Poussin, va prendre des décisions d'organisation interne qui seront très libératrices, évidemment, au-delà de l'image d'Épinal, de l'enlèvement des chaînes. Pinel et ensuite Esquirol, qui sera l'artisan de la loi de 1838, sont tout à fait dans ce mouvement-là, dans ce mouvement d'idées-là. C'est-à-dire qu'ils vont créer une institution qui sera une institution permettant de surveiller les malades mentaux. Juste avant qu'on arrive à la situation française, une autre petite parenthèse anglaise. À la fin du XVIIIe, il y a aussi un fait que Foucault rapporte dans Le pouvoir psychiatrique, dans ce séminaire de 1973 ou 14, je crois. C'est le fait que le roi d'Angleterre, George III, perd la raison. Il fait probablement des accès maniaques, délirants, enfin on ne sait pas trop, mais par moment, il est tout à fait délirant, tout à fait en dehors de la réalité. Son médecin personnel, c'est Willis, un homme qui a beaucoup marqué la neurologie, neurochirurgie. Et Willis va être chargé donc de mettre en œuvre des mesures de soins qui sont extrêmement intéressantes et emblématiques de l'opposition entre deux pouvoirs que Foucault appellera le pouvoir souverain, celui du roi, et le pouvoir disciplinaire, celui des soignants. Alors, le roi George III est d'abord conduit dans un palais un peu éloigné. On capitonne les murs, on prend tout un tas de mesures de sécurité destinées à l'empêcher et de nuire à son entourage et de se faire du mal. Et on met en œuvre une mesure de surveillance par ses laquais, par ses domestiques habituels, choisis d'ailleurs par le médecin pour leur masse musculaire, pour leur force herculéenne, dit Willis. Et ces surveillants vont donc en permanence avoir l'œil sur le roi et en permanence limiter ses coups de folie et lui imposer un certain nombre d'actions qu'il refuse absolument. La douche, certains repas, de s'habiller ou des choses comme ça. Bon. Donc, le roi va devoir rendre les armes, en somme, ou plutôt rendre son sceptre devant un pouvoir qui est diffus, qui est anonyme, qui n'est jamais incarné dans une personne. C'est toujours on m'a dit, le règlement prévoit que. Enfin, il y a quelque chose qu'on retrouve absolument à l'œuvre aujourd'hui dans les organisations hospitalières psychiatriques. C'est jamais personne qui a décidé. Il faut pas, il paraît que bon. Et le pouvoir disciplinaire l'emporte évidemment sur le pouvoir souverain du roi dans cette scène-là. D'avoir perdu la tête, le roi perd aussi sa couronne, et ses valets ne servent plus sa volonté, mais ses besoins, nous dit Foucault. Alors, Pinel et Esquirol veulent un hôpital panoptique. Ils veulent un hôpital qui va permettre la surveillance, le contrôle, la protection. Et simplement, ils ne vont pas suivre le modèle architectural de Bentham, alors pas du tout, puisqu'ils vont travailler avec d'abord l'idée très forte est très connu que l'architecture hospitalière doit avoir en elle-même une fonction thérapeutique. Esquirol a dit des choses tout à fait décisives là-dessus. Je vous cite sa phrase. Enfin, d'abord Tenon, qui disait « Un hôpital est en quelque sorte un instrument qui facilite la curation et fait lui-même fonction de remède ». Préfigurant donc la phrase d'Esquirol, « Une maison d'aliénés est un instrument de guérison entre les mains d'un médecin habile. C'est l'agent thérapeutique le plus puissant contre les maladies mentales. » Mais ici, donc, la proposition architecturale consiste à homogénéiser les patients par groupe triés sur leur comportement. On sait que, sur leur sexe d'abord, il y a une symétrie très très stricte dans tous les hôpitaux psychiatriques, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, de manière à éviter, la grande terreur, c'est que les fous se reproduisent. Mais au-delà de cette division sexuelle, il y a une division comportementale entre patients calmes, patients furieux et le délicieux vocable des patients agités ou agitables. Et on voit très bien, on n'en parle plus maintenant, mais on voit très bien à quoi ça correspond en clinique, les patients agitables. Alors, division architecturale en cours, qui volontiers reprennent le modèle du cloître d'ailleurs. Mais que ce soit les cours, les cloîtres, les salles communes, où en cas de mauvais temps, les patients sont volontiers entassés dans une grande promiscuité.
De toute manière, donc, la surveillance est extrêmement étroite et extrêmement efficace pendant tout le temps, on va dire, de la logique asilaire. On évite ainsi les interactions entre les patients, et c'est aussi l'une des raisons de ce découpage qui, idéalement, va donc favoriser non seulement le gardiennage, non seulement l'action thérapeutique, mais également la constitution d'un savoir sur la maladie mentale et la possibilité donc d'améliorer la grande taxinomie, les grandes taxinomies dans la lignée du 18e, de Buffon, de Linné, etc. Deuxième partie, ce que j'ai appelé le panoptisme psychique. Vous connaissez sans doute cet essai absolument magistral de Starobinski sur Rousseau, qui s'appelle La transparence et l'obstacle. C'est une référence extrêmement intéressante pour qui s'intéresse à Rousseau, ou aux Lumières en général, qui nous rappelle que dans l'esprit des Lumières, la connaissance de soi, la connaissance de son psychisme, elle est instinctive, elle est tout à fait directe, elle est sans reste. Il suffit de faire un effort d'introspection pour savoir exactement tout ce qu'on a dans la tête. Rousseau nous le redit en permanence dans tous ses écrits autobiographiques, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Bien évidemment, on connaît les confessions, mais il faut mettre également les dialogues, les rêveries d'un promeneur solitaire, et une grande partie de sa correspondance qui sont des écrits autobiographiques qui visent à essayer d'épuiser la description de lui-même, la description de sa vie psychique. Je voudrais pouvoir, en quelque sorte, rendre mon âme transparente aux yeux du lecteur. Alors pour Rousseau, le problème, c'est pas de se connaître, c'est de se faire connaître. Et c'est le problème du malentendu qui va brouiller, qui va altérer la représentation qu'on se fait de lui, qu'on se fait de ses intentions, de ses volontés, de ses désirs. Et vous avez probablement le souvenir dans les confessions de tous ces petits faits enfantins, le peigne chez Madame Le Mercier, le peigne qu'on a trouvé cassé, on l'a accusé lui. Voilà, toutes ces choses qui ensuite, à l'âge adulte, vont se tourner en espèce de sentiment de persécution beaucoup plus organisé et beaucoup plus psychopathologique. Alors, l'idée qu'il puisse y avoir des phénomènes psychiques qui se jouent sur une autre scène que celui de la conscience ne l'effleure pas. Pour lui, tout ce qui peut altérer en somme la connaissance de soi, c'est l'inculture, l'illettrisme, l'oppression politique, et il suffit en fait d'agir sur ces leviers-là pour rendre à chaque sujet l'accès à lui-même. Je vous cite également une phrase de Rousseau: « Transparent comme du cristal, mon cœur n'a jamais su cacher durant une minute entière un sentiment un peu vif. » Alors, il déduit du malentendu sur ses pensées, ses intentions, le fait qu'il doit écrire inlassablement, interminablement, pour s'expliquer, se justifier, plaider sa cause, défendre la logique de ses actions. Starobinski nous dit: ce que les écrits autobiographiques mettront en question, ce ne sera pas la connaissance de soi proprement dite, mais la reconnaissance par les autres. Avec une naïveté absolument stupéfiante, Rousseau nous suggère qu'il lui suffirait d'écrire tout ce qu'il a fait, pensé, dit, senti, pour qu'on le connaisse. Mais comment faire pour tout écrire ? Et